Salut à toutes et tous et merci de nous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur la côte atlantique en compagnie de Sandrine. Donc c'est elle qui me fait le privilège de m'interviewer. Alors elle n'a pas voulu être face caméra, c'est son choix et je le respecte avec grand plaisir. Le tout c'est qu'on soit là et qu'on fasse un bel échange. Si tu veux te présenter en quelques petites secondes, ou voilà. Eh bien, bonjour à toutes et tous, bonjour à toi, Ludo, et merci de me faire le plaisir d'être en ce lieu que peut-être tu présenteras aussi, qui est une yourte, une yourte Je te laisse le faire, c'est de chez toi. façon mongole. Et voilà, dans cette yourte est pratiquée la sonothérapie, car je suis praticienne en sonothérapie, en hypnose et programmation neurolinguistique. Que dire de plus si ce n'est que je suis ravie de te recevoir et Merci. d'aborder cette interview de la façon la plus juste et parfaite. Mais quand elle est faite par le cœur, avec le cœur ouvert, tout est juste et parfait. Je suis bien d'accord avec ça. Donc pour la petite anecdote, en fait, Sandrine, on s'est rencontrés lorsqu'on s'est formés tous les deux. C'était notre première formation sur l'hypnose, donc l'hypnose ericksonienne. Voilà, donc on s'est rencontrés à cette occasion-là et c'est vrai que ça a matché de suite parce que t'es en pâte, que je le suis et voilà, et on se ressent entre en pâte. Et ce jour-là, je me rappelle, on l'a vraiment ressenti et il y a quelque chose qui s'est créé et ça faisait ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait 6 ans qu'on s'était pas vu. Et donc voilà, c'est vraiment un honneur et un grand plaisir. Donc allons-y, attaquons avec la première question. Alors, la première question. Donc, les questions vont venir au fil de l'interview. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que représente pour toi l'éveil et la crise existentielle? Y a-t-il des similitudes, des différences? Comment peut-on justement différencier ces deux états? Je pense que pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est juste la façon dont on va le voir qui va faire qu'on va appeler ça soit un éveil, soit une crise existentielle, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vis un éveil spirituel, alors je sais pas si, est-ce que toi, tu as vécu vraiment un éveil spirituel? Est-ce que tu as eu ce chamboulement dans ta vie à un moment donné où tu as vraiment la perte d'identité? Est-ce que ça t'arrive vraiment d'un coup ou c'est parce que tout le monde on peut être dans la spiritualité sans vivre d'éveil spirituel. On peut être, tu vois, y être amené petit à petit ou depuis sa naissance, tu vois, sans vraiment vivre ce chamboulement euh, aussi lourd que merveilleux, tu vois. Donc je sais pas, est-ce que tu as vécu toi vraiment un éveil Alors le déclic comme on peut l'entendre, comme j'ai pu l'entendre dans tes interviews, je ne pense pas l'avoir vécu à ce titre-là. Par contre, j'ai eu des prédispositions à l'enfance, à l'éveil, cet éveil qu'on a mis en sommeil et qui s'est réveillé au fil déjà du départ de ma grand-mère. Et là, j'ai commencé à ressentir des ouvertures de plans, des ouvertures d'invisibles que j'avais positionnées d'abord sur la phase du deuil et qui en fait au fil du temps m'est apparu plus une évidence qu'une profonde blessure de deuil, c'est-à-dire une communication avec l'autre qui n'est plus là. D'accord. En fait, ça t'a... Ouais, t'as eu cette phase de sommeil et ça a été l'élément déclencheur qui t'a rappelé à reviens à ta source, à ce que tu étais et reconnecte-toi. C'était... Tout à fait. C'était en effet comme un rappel et en fait quelque chose qui était là, qui était en sommeil. La source, oui, l'eau qui d'un seul coup est tarie, on n'en a plus. Puis il suffit d'un nuage, et c'était le nuage du cœur, du départ ta grand-mère. du deuil, qui a fait que la source est redevenue ce qu'elle était au départ, quand je suis arrivée sur Terre, en fait, avec cette pureté d'âme.
Et la source, eh bien, c'est rempli de cette eau que m'a envoyée ma grand-mère, de par les larmes, de par son départ, de par les nuages gris qui sont arrivés et qui pour autant ont été source de vie. Ouais. Ok, je comprends. Donc, un peu d'émotion hein, c'est légitime. Donc, pour répondre pour revenir à ça, donc l'éveil, je vais te parler du mien, hein, parce que chacun vit son éveil différemment, hein, comme tout dans la spiritualité. C'est une spiritualité, elle t'appartient à toi et à personne d'autre. Chacun a la sienne, même si souvent elles peuvent être très proches. On a des croyances très proches, mais c'est vraiment personnel. Et en fait, moi, voilà, j'ai vécu une vie très mentale et l'éveil a été voilà, un coup de massue qui t'explique que c'est pas le chemin et qu'il faut passer à autre chose. Donc tu as une perte d'identité, c'est-à-dire que tu t'ouvres à ce que tu appelais le paranormal. Tu as voilà, t'as ton taux vibratoire qui monte d'un coup alors que tu n'as rien demandé, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est vraiment amené par la lumière, tu vois. On m'a fait augmenter le taux vibratoire pour me donner accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès étant trop dans le mental. Et donc là, tu perds complètement pied. Parce que tu as d'un côté accès à des choses auxquelles tu crois, mais tu sais pas, tu as envie de le prouver, tu sais pas si tu es fou, si tu vois. Et de l'autre côté, tu as ton ancien toi, plein de mental, plein de peur, plein de manque de confiance en soi. Et donc, tu es vraiment partagé dans tout ça. Et donc, tu vas être amené à te déconstruire. C'est ce que je dis dans plusieurs de mes vidéos. Tu es amené à te déconstruire donc, tout ton ancien toi. Donc, enlever tous tes masques. Donc ça veut dire comprendre tes blessures, comprendre tes peurs, comprendre pourquoi tu réagis comme ça parce que tu veux te faire aimer par l'autre. Donc toutes ces masques que tu peux te mettre au fil de ta vie, tu es amené à les enlever et en même temps te reconstruire avec toi en parallèle. Et en fait, tu arrives, moi je suis arrivé voilà, à 32 ans et demi à te dire, mais en fait, ma vie elle commence là quoi. J'ai 32 ans, presque 33. Je pensais être arrivé presque pas au bout de ma vie, mais voilà, j'avais une bonne situation. J'étais avec ma compagne, on avait 2 enfants. C'est-à-dire que tu es dans la réussite mentale de ce qu'on attend d'un être humain, tu vois. Donc tu te dis, voilà, c'est bon, là je suis bien. Et là, en fait, tu comprends que non, pas du tout. Que tout ce que tu croyais, c'est pas du tout ça. C'est pas la vie, c'est pas le bonheur, c'est pas ça être heureux. Et donc à 33 ans, tu repars tout à zéro. Tu dois effacer tes 33 années de croyances limitantes, de barrières, de masques pour repartir à zéro. Donc de mon point de vue, c'est un éveil spirituel. Et quand tu dis tu dois effacer, est-ce que le verbe doit... J'ai dit effacer ? Ouais. D'accord. Alors c'est peut-être pas effacer, mais ok. Que tu dois effacer ce toi d'avant, en fait. Ce toi d'avant. Et le toit. Comme t'es pas filmé, le toit d'avant. Ce toi d'avant, notamment. L'image est belle. Est-ce que ça s'est fait aussi dans une continuité de fait? Et justement par rapport à la crise existentielle, car tu sais, des fois on se dit mais je ne le reconnais plus. Et oui, mais il est en crise. En crise, bon là c'était 33 ans, 32, 33, à l'âge de Christ. Ou alors la crise de la quarantaine. Alors ben, on me l'a tout fait, hein. On m'a dit c'est la crise de la trentaine en retard ou c'est la crise de la quarantaine en avance. Et en fait, si tu veux, c'est là où je te dis, de mon point de vue, c'était un éveil spirituel. Du point de vue de mon monde, de l'entourage mental qui correspond à mon ancien moi de cette époque-là, ben c'était une crise. Parce que justement, c'est exactement ce que tu dis, et là tu as tapé juste, c'est on ne le reconnaît plus. Ben oui, forcément tu me reconnais pas, parce qu'en fait, la personne que j'ai été jusqu'à maintenant, c'était pas moi. Et là je suis en train de devenir qui je suis. Donc forcément que tu me reconnais pas. Et c'est presque le plus beau compliment que tu puisses me faire en fait, quand tu me dis que quand quelqu'un de mon ancien monde me dit je te reconnais pas, je dis ben encore heureux parce que c'était tout le but de mon travail, tu vois. Donc c'est clairement le chemin que je veux prendre. Alors tu le choisis pas à ce moment-là quand ça tombe dessus. Donc tu vois, pour revenir sur tes deux mots entre éveil et crise existentielle, je pense que c'est juste la même chose, mais c'est le point de vue qui est différent. Moi je le vois du cœur parce que ça m'a changé, ça m'a amené à être moi. Donc ça c'est un éveil. Par contre, l'ancien monde qui me connaissait, qui n'est plus de mon monde aujourd'hui, parce que du coup je m'en suis séparé. Alors on s'est pas fâché ni rien, hein, y a pas de, mais c'est juste qu'on n'est plus on n'a plus de points communs parce que voilà.
Mais pour eux, certainement que j'ai fait une crise existentielle, tu vois? C'est: «Oh là là, c'est la crise de la trentaine, il a pété un câble et il est passé à autre chose, il allait se percher» et bon, voilà, ben, rester là-dedans sa voix, moi je sais pas, c'est pas le problème. Moi, ce que je sais, ce que j'ai vécu, j'appelle ça un éveil. Et là, c'est juste un mot pour la même chose. J'ai entendu, il est allé se percher. Alors je vois que tu es derrière l'arbre de vie. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être perché? Alors moi, j'ai eu un moment, où je me suis, alors quand je dis perché, c'est presque, du jugement en s'imaginant, l'ancien moi mental qui ne croit pas au paranormal, à l'invisible, à l'énergie, aux vibrations, à tout ça. Et quand je voyais, des gens, qui pouvaient me parler, beh, tu vois, de sonothérapie, de machin, d'hypnose, de trucs, je dis: «Bah, ils sont perchés, quoi». C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans un univers qui n'existe pas et c'est un monde des bisounours et voilà. Donc je pense que c'est ça, si tu veux. Et aujourd'hui, quand je le dis, c'est un peu Mm. un private joke de ça, mais c'est plus du tout péjoratif comme ça pouvait l'être, mais malgré tout, et on a eu déjà cette discussion-là sur le perchage, il faut quand même y faire très attention. C'est-à-dire que même si c'est plus péjoratif, on peut être amené, si on va vraiment, trop profondément dans ce milieu, du bien-être, de la spiritualité, où on va expérimenter des choses, on va presque s'isoler un peu, on va se sentir un peu exclu du monde qui nous entoure, on va se trouver peut-être un peu différent, venu d'ailleurs, Alors, voilà. est-ce qu'on est vraiment dans un bien-être? Et beh, du coup non. Du coup non, et c'est là où c'est contre-productif en fait. C'est là où ça devient presque dangereux Parce que quand on et entend bien-être, on peut s'imaginer spa, massage. Et en fait, on emploie beaucoup ce terme de bien-être. L'éveil spirituel est-il vraiment bien-être? mais c'est pas automatique, clairement. Et c'est voilà, c'est ce que je m'amène à dire dans plusieurs vidéos où voilà, j'essaie d'expliquer justement que c'est pas il y a beaucoup de personnes qui se disent dans le spirituel et c'est devenu le truc à la mode, quoi. Et c'est pas juste, avoir de la théorie et parce que tu vas faire 2 heures de méditation, par semaine ou par jour. Le bien-être, c'est quand tu te sens bien, que tu ressens plus le besoin d'être en colère, que tu ressens plus, de ce genre d'émotions mentales, de rejet, de jugement, de jalousie. On en ressent tous, j'en ressens aussi. Mais c'est quand tu arrives à les limiter, le plus fortement possible et que tu arrives à être en paix avec quelqu'un qui arrive en retard, tu vois? Et c'est pas grave. Quand tu arrives à être en paix avec, Mm, énormément de choses, qui avant t'auraient fait disjoncter, si tu veux. Et mm. pour moi, c'est juste ça le bien-être, tu vois? C'est vraiment être en paix avec soi et si tu l'es avec toi, tu l'es avec les autres. Et mais tant que tu continues à t'agacer, à juger, voilà, à tout ça à excès, tu peux faire de la méditation ou ce que tu as envie, hein, dire que tu es un maître reiki ou dire que tu fais de la sophro ou tout ce que tu veux. Non, tu pas dans le bien-être, tu le vends aux autres. C'est l'image que tu te donnes, tu crois que tu l'es, mais tu pas aligné avec toi-même, en fait. Quand on parle de l'éveil spirituel, quand on parle du bien-être, quand on parle... qui parle? Le personnage ou l'âme? Ça dépend qui en parle et comment tu en parles. Encore une fois, quelqu'un qui est pas aligné, bon, c'est clairement son mental qui parle. Après, quand tu aligné avec toi-même, je pense qu'il y a une grosse partie, guidée, tu vois? C'est, comme je disais, voilà, quand moi je fais mes thérapies où je sens que ça vient d'ailleurs et ça ramène à l'humilité. Ça vient d'où? Oh, c'est clairement alors c'est à la fois tes guides et ton âme, tu vois? Je pense qu'il y a un mix des 2. Mm. C'est-à-dire, je pense qu'on peut se connecter à notre âme tout en étant cette âme-là, tu vois? Ça, c'est une croyance, hein, c'est pas une vérité évidemment, hein. Mais et puis tu as ton équipe de guides, là-haut, tes potes d'âme que tu as laissés, avant de t'incarner, qui eux sont là pour te dire, «Va à droite ou va à gauche», tu vois? Et voilà, tu es guidé par ça, par ton âme et par ces guides-là, et pour revenir à l'humilité, c'est là où il faut comprendre que,
C'est pas toi, toi t'es que l'intermédiaire en fait. Donc on n'a pas des super pouvoirs, on n'est pas l'élu, on n'est pas voilà. Mais non, parce que ça vient l'ego spirituel, c'est-à-dire que avant d'être dans la spiritualité, tu as l'ego mental et à un moment donné, quand tu fais ton éveil ou quand tu rentres dans la spiritualité, tu as un autre ego qui arrive et c'est l'ego spirituel où à un moment donné, on se sent un peu supérieur à d'autres parce que nous, on a compris qu'il y avait une âme, qu'il y avait une réincarnation, qu'il y avait des guides et tout ça. Et il y a cette phase-là d'ego spirituel où moi, j'ai compris, je ressens les choses et les autres, ils comprennent pas. Et donc, il faut juste prendre conscience que c'est aussi de l'ego et il faut redescendre, quoi. Redescendre. Tu peux me faire la différence ou l'approche, le regard porté avec une personne spirituelle et une personne religieuse qui croit aussi à certaines choses, à l'âme, Mm. à ses guides, à son Dieu. Ouais. C'est la différence pour moi, elle vient de la personne en qui tu crois et de ce que tu en fais. C'est-à-dire que dans la religion, tu vas croire en un dieu ou plusieurs dieux. En fait, tu vas donner tout cet amour et cette croyance envers quelqu'un, ou alors, je dis quelqu'un, mais voilà, un dieu, c'est. Bon, ben, et tu vas le prier, tu vas te positionner presque en position. Alors je trouve, encore une fois, c'est une croyance, hein, c'est pas une vérité, hein, mais je trouve que tu te positionnes en tant que presque esclave de cette entité-là, tu vois. Et donc, tu es à son service et tu vas lui demander presque qu'il te rende des services, tu vois, en échange de toutes tes prières, pour certaines religions, des offrandes, des machins, tout ça. Et tu vas lui demander. Le seul truc qui me dérange dans la religion, c'est il y a un côté bien et mal. Il y aurait une dépendance affective. Il y a de la dépendance affective. Alors ça, elle est pas obligatoire, mais oui, ça peut être une des conséquences. Et voilà, il y a ce côté bien et mal tu vois, j'ai bien fait et si j'ai mal fait, faut que j'aille me confesser, tu vois? Alors pour parler du christianisme, mais je pense qu'il y a d'autres versions dans les autres religions différentes. Et voilà, le côté bien et mal déjà ça me dérange, tu vois? Parce que en quoi un dieu qui serait, un être, tout puissant, qui serait, fait que d'amour, en quoi il pourrait, dire ce que tu as fait, t'es mal, ben, tu vois? C'est du jugement, quoi. Tu vois? En quoi tu pourrais faire mal quelque chose, heu Et étant j'ai envie de dire, ben, à ce moment-là, si j'ai fait mal, vu que c'est toi qui m'as créé, prends ta responsabilité, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que je ne suis que le fruit de ta création, Dieu. Donc, si tu as fait de moi un terroriste, c'est toi, je suis ta création. Donc c'est en ça où, tu vois, j'ai du mal avec la religion, et dans la spiritualité, c'est, tu comprends que Dieu, c'est toi, quoi. Tu es Dieu, c'est toi. C'est, tu es l'être spirituel qui est venu sur terre t'incarner Tu es divin. et tu es divin. On est tous divins, individuellement et en fait, c'est la somme de toutes ces individualités qui faisons, cette lumière divine et voilà. Mais on est tous, la pièce du puzzle, quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu demandes, quand tu vas demander à tes guides, quand tu vas demander à ta vie, parce qu'on le fait tous, tu vois? C'est-à-dire ça peut ressembler à une prière, sauf qu'on a conscience qu'en fait on le demande, mais on se le demande à soi. C'est il y a un retour à soi automatique. On n'attend pas d'un Dieu qui fasse, quelque chose pour nous. Tu un côté, un retour à toi automatique et qui change par contre donc cette différence-là, je trouve qu'elle a un impact sur le développement personnel. Donc ce sont 2 choses pour moi séparées, la spiritualité et le développement personnel. Souvent il y a un amalgame, mais pour moi c'est vraiment distinct. Et ce retour à soi t'oblige à rentrer dans un développement personnel. Parce que du coup, tu prends ta responsabilité, et on a eu des discussions où voilà, tu es obligé de prendre ta responsabilité et pas te dire c'est Dieu qui m'en veut, quoi. Parce que si c'est Dieu qui m'en veut, si c'est Dieu qui m'a amené là, qui fait que ma vie elle est pourrie, bon, mais toi, du coup, tu es responsable de rien. Bon, mais alors tout va bien, écoute, continue comme ça et puis tu verras si Dieu veut que tu aies une belle vie ou pas, tu vois.
Ben non, là en spiritualité, si tu as une vie de merde, bah, tu en es responsable quoi. Et il t'appartient de changer ça pour faire de cette vie-là la meilleure possible. C'est jamais facile, ça se fait jamais d'un claquement de doigts, mais quand tu commences à prendre conscience que tu es responsable de 100% de ce qui t'arrive, ça veut dire que tu as le pouvoir de tout changer. Mmh. Et c'est ça pour moi la spiritualité. C'est ce retour à soi et cette responsabilité et du coup la résilience qui en sort. De comprendre que il y a des schémas répétitifs qui arrivent dans ta vie. Mais si tu es dans la religion, tu dis à Dieu pourquoi je vis ça, mais tu lui demandes à lui. Donc tant que tu ne recevras pas un coup de téléphone de Dieu, tu n'auras jamais ta réponse. Et par contre, dans la spiritualité, tu te dis pourquoi je vis ça, mais tu te poses la question à toi. Donc tu vas trouver les réponses. Tu me parles de tes guides. Mes guides, mon équipe de copains, Tes potentiels. ouais, mes potentiels, qui ont un très gros potentiel. Ils te sont arrivés comment? Comment est-ce qu'ils portent un nom? Est-ce que tu sais qui est là? Est-ce qu'ils changent? Alors j'ai une anecdote sur les guides par rapport au nom. Quand j'ai fait mon éveil spirituel, il se trouve que donc j'ai mes grands-parents paternels qui étaient décédés. Alors je vais essayer de raconter l'histoire courte parce qu'on va pas rentrer non plus trop dans les détails. Mais en fait, ma grand-mère était une fanat de fleurs. Elle avait un jardin magnifique, elle avait des fleurs. Et puis quand je m'étais installé dans mon premier appartement, elle m'avait donné un pot avec une sorte de fleur qui était magnifique, que vraiment je trouvais super belle. C'était grimpante. Voilà, c'était... Et évidemment, bon, les déménagements, les machins, si tu veux, j'ai pas gardé la trace de ce truc-là. Et quand j'ai fait mon éveil spirituel, comme je suis quelqu'un qui aime expérimenter, je me suis dit, putain, génial, je vais tenter de rentrer en communication avec ma grand-mère, tu vois, et je vais lui poser la question, quel est le nom de ces fleurs? Parce que j'aimerais les retrouver et voilà, et en avoir chez moi. Et donc, je me couche le soir et je fais cette demande, tu vois, avant de m'endormir. Et je me réveille le matin avec Acanthis. C'est ça qui me vient, Acanthis. A-K-A-N-T-I-S. Acanthis, tu vois. Bon, c'est assez farfelu pour porter le nom d'une fleur, tu vois, pourquoi pas. Donc là, je prends mon téléphone, je vais sur internet et je tape Acanthis. Juste, ah non, je mets, ah ouais, alors c'est plus chiadé que ça. Je mets fleur Acanthis. Et là, j'ai la première page qui me sort prénom Acanthis, signification. Alors que j'ai tapé fleur Acanthis, tu vois. Je clique, et là, le premier truc qui vient, c'est quel est le prénom de votre ange gardien. Et là, tu vois, ça me... Et je dis ok, tu vois. Et là, je lis la description du prénom, et je sais plus la signification, je crois que je l'avais imprimé, mais ça me parlait de fou, si tu veux. Et là où c'est barjo, c'est que du coup, bon, j'efface tout, tu vois. Et j'ai dit, je vais essayer en faisant la recherche, en mettant prénom Acanthis, voir si je... Et en fait, en tapant prénom Acanthis, je n'arrive jamais sur la page. C'est-à-dire que pour tomber sur cette page-là, il fallait que je tape fleur Acanthis, et sinon, je n'avais aucun autre moyen de tomber d'accéder à cette page. Et quelques temps plus tard, ce site n'y était plus. Et cette histoire, je la trouve folle, quoi, parce que c'est là où tu vois qu'on t'amène là où on veut t'amener et qu'on arrive à rentrer dans la matière par des choses matérielles pour te guider, quoi. Des choses qui pourraient paraître farfelues quand tu es dans le mental. Donc j'ai pensé pendant longtemps du coup que j'avais qu'un seul guide et qui s'appelait Acanthis, tu vois. Et donc je lui parlais et après, avec d'autres personnes qui m'ont fait des guidances, voilà, qui m'a dit non, mais t'en as au moins une trentaine ou quarantaine, si tu veux, de guides. Et voilà, donc Acanthis reste, si tu veux, quand je parle à Acanthis, je parle à mon équipe sans trop savoir qui c'est ni quoi comment. Mais pour moi, voilà, les guides, c'est des potes d'âme, quoi. C'est-à-dire qu'avant de t'incarner, tu leur files ta mission d'âme.
en disant voilà le point A, voilà le point B, le C, etc. Z, c'est la fin. Et je compte sur vous pour m'envoyer toutes les synchronicités, parce que moi, quand je vais m'incarner, je me rappellerai de rien. Je sais même pas que vous existez. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, vous me tirez la sonnette d'alarme en me disant oh, rappelle-toi pourquoi tu es là, et que vous m'ameniez sur le chemin où je dois aller, en rencontrant les gens que je dois rencontrer, en vivant les choses que je dois vivre. Donc, les guides, ils servent à ça, quoi. Pour moi. Donc tu as eu cet éveil qui a été assez soudain, de ce que Ouais. j'ai cru comprendre, où tu as eu la reconnaissance de toi, du soi. Comment cet éveil évolue? Est-ce qu'il est toujours en éveil? Est-ce qu'il sera perpétuellement en éveil? Ou est-ce que pour toi, il a suffi de cet état d'éveil pour être et avoir atteint le qui je suis? Alors ça s'est fait sur, l'éveil, il est brutal parce que ça se fait presque du jour au lendemain, quoi. C'est en ça où c'est vraiment, c'est violent. Et après tout le reste, c'est presque plus du développement personnel que de la spiritualité. Donc mais moi je l'ai lié à la spiritualité. C'est-à-dire que le fait de m'éveiller spirituellement et en parallèle de vivre quelque chose de difficile avec mon ex, qui me poussait moi dans mes retranchements, il a fallu que l'éveil spirituel, la spiritualité m'a aidé à comprendre le développement personnel, et le développement personnel allié à la spiritualité a fait exploser tout ça dans le bon sens. En plus, j'étais en relation flamme jumelle, donc alors là, c'était le pack complet. Et donc, mais ça s'est fait sur. Je pense que j'ai commencé vraiment à être à être moi, à toucher du doigt qui je suis au bout de 3 ans après l'éveil, tu vois? C'est-à-dire qu'il m'a fallu 3 ans de travail, vraiment de déconstruction, reconstruction, mais et en fait, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que, là, aujourd'hui, je me sens moi, mais parce que je fais tout pour le maintenir, mais par contre, ce moi-là d'aujourd'hui, demain, c'en est un autre, et il faut que je sois en capacité de le comprendre et qui je suis. Donc c'est un travail perpétuel. Il y a pas un moment donné où tu arrives et tu dis: «Ça y est, je suis moi, fin du job. Merci, Ludovic Boitel, c'est lui, il est comme ça, et il sera comme ça». Non, non, moi, je suis moi maintenant, et dans 5 minutes, je suis quelqu'un d'autre, et il faut juste que je sois en mesure de savoir qui je suis. Donc c'est un travail perpétuel après. Qui es-tu? Ouf, qui je suis? Moi. Ça te va? Ouais, la fuite. Qui je suis? Bah, alors c'est une question, Le fameux qui suis-je? Tu l'as dit en mouvement. Tu as ouais, dit que peut-être le Ludo d'il y a encore quelques secondes, avant que je te pose cette question, a fait vibrer en toi encore peut-être quelque chose d'autre, ouvrir des champs, que sais-je. je, disons que c'est une question, je trouve qui est difficile, parce que, parce qu'en fait, j'ai presque l'impression que si j'y réponds, c'est comme si je bloquais, une identité, tu vois? Tu vois? C'est-à-dire que si je te dis: «Je suis, telle personne avec tel caractère, tel truc, tel machin», c'est presque se recréer un ancrage, C'est le heu mental, ouais, c'est mental. le personnage. Donc en fait, je suis ce que je peux dire dans les grandes lignes, je sais que je suis quelqu'un, je suis un empathe, hypersensible, mais qui a travaillé là-dessus. Donc je pense être sorti du rôle de sauveur, et de pas mal de blessures liées à ça. Donc ça fait partie de ce que je suis, mais c'est très généraliste. C'est-à-dire que, voilà, je suis empathe, hypersensible. Voilà, ça, je sais que ça fait partie de moi. Après, quelles conséquences ça a? Hier, aujourd'hui, demain, ça sera différent, en fait. Voilà. Donc sur la généralité, je dirais que c'est ça. Je suis, bah, du coup, ça, cette empathie, cette hypersensibilité me pousse à et m'amène à dans le partage et dans l'accompagnement, des gens, que j'en fasse mon métier ou pas, en fait. C'est-à-dire que c'est au-delà de ça. C'est, j'ai besoin d'échanges avec les gens. J'ai besoin d'être dans le cœur, j'ai besoin de partager des choses, de transmettre, et parce que je sais qu'en transmettant, je reçois. C'est toujours une question d'équilibre. Ce que je donne, je le reçois, et ce que je reçois, je le donne, et il faut que ça soit toujours neutre, quoi. Heu, je suis,
Je suis un papa de 3 filles aussi, évidemment. Un papa de 3 filles merveilleuses que j'aime de tout mon cœur. Heu et je suis bien. Voilà, je me sens bien. Je me sens bien et en paix avec moi-même et je fais en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Les événements de la vie peuvent t'amener à expérimenter d'autres choses aussi. On peut parler d'embûches, on peut parler de comme un croche-patte. Est-ce que tu penses Ça me que parle tu le croche-patte, peux en plus. tomber, retomber? Ou alors, est-ce que tu penses, au vu de cet éveil, pouvoir poursuivre sans pour autant avoir un pied, un pas qui reparte en arrière, malgré l'événement peut-être fort et brutal qui puisse intervenir dans ta vie? Alors, pou ça revient à croire que ça pourrait être que les choses pourraient être acquises, ce qui n'est pas le cas. Donc, à n'importe quel moment, heu, je fais des pas en arrière. Par contre, la différence, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des pas en arrière, c'est presque du coup des pas sur le côté parce que, en fait, ils seraient des pas en arrière si j'en tirais pas de résilience et si je m'en apercevais pas. Du moment que tu t'aperçois que tu as fait un pas en arrière, ça veut dire que déjà tu en as pris conscience et que tu commences du coup à engager un travail pour pas rester là et pour re-avancer. Et bien ce pas en arrière, ça a été un pas en avant du coup. Tu as transformé ce pas en arrière en pas en avant. Donc, oui, tu peux faire des pas en arrière, ça c'est évident, quel que soit ton niveau d'éveil, quel que soit le stade où tu en es. Et j'en fais tous les jours sur différents points. Mais par contre, voilà, l'idée c'est ça, c'est de dire ok. Et en fait, c'est en ayant cette conscience-là de qui tu es à chaque moment présent, de prendre conscience de tout ce que tu vis, d'être dans ton moment présent, c'est ce qui va te permettre de conscientiser ce que tu vis, les échanges que tu as, les relations et tout ça, et de prendre conscience que ce qui te traverse et te dire attends, cette émotion-là, je l'ai déjà connue, elle est pas super joyeuse, et si je l'ai déjà connue, ça veut dire que si je la revis, c'est que la première fois, j'ai pas compris quoi. Donc là, j'ai quelque chose à Tu comprendre. peux me donner un exemple d'une émotion pas joyeuse? La colère, c'est une émotion pas joyeuse. C'est une émotion mentale. C'est une énergie? C'est une énergie. La colère, elle vient pour moi de. Bon, elle peut venir de plein de choses, mais Elle vient d'où dans le corps? ouais, soit de la tête, soit des tripes, je dirais, du ventre, je pense. On parle des fois le foie, Ouais. la colère, le foie, Alors là, t'es plus poussé que moi là-dessus, je pense. T'as plus de connaissances que moi là-dessus. taoïste. Et la colère est une énergie. Est-ce qu'on peut penser comme un stress, il y a du bon stress, du mauvais stress? Est-ce qu'on peut évoquer qu'une colère peut être aussi bonne ou une colère mauvaise? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la colère, tu la mets obligatoirement dans quelque chose de désagréable qui pour autant, là je parle sur un point énergie, quand on est en colère, on sort de soi. On a un mouvement qui va vers l'avant. Quelqu'un qui crie va s'approcher de l'autre et sortir de soi. Est-ce que c'est bénéfique de le faire ou de le garder? Alors, j'aime bien ta question parce que elle reflète beaucoup ma façon de travailler et de penser les choses. C'est-à-dire que les deux, elle est à la fois bénéfique et à la fois elle l'est pas. Alors pourquoi? Parce que c'est pas tout de dire c'est les deux, c'est facile. C'est si tu as le choix entre la garder ou l'exprimer, exprime-la, clairement. Il vaut mieux que ça sorte. Par contre, là où du coup, elle n'est pas bénéfique, donc qu'elle soit sortie ou pas, elle n'est quand même pas bénéfique parce qu'en fait, si tu t'arrêtes à ça, pour moi, t'as rien réglé.
C'est-à-dire que le job derrière, c'est de te demander pourquoi tu as été en colère. Et c'est là que commence le travail. Donc, il vaut mieux la sortir, ça c'est sûr. Si tu as le choix entre les deux, entre je me provoque un ulcère, un cancer ou je me fais un AVC parce que je garde toutes mes colères, ou je les sors au fur et à mesure. Bon, il y en a qui vont sortir toute leur colère tout le temps, mais au bout d'un moment, pose-toi les questions, pourquoi tu es en colère, tu vois. Parce que l'idée, c'est pas de sortir tes colères, ok, c'est bien, c'est de plus en avoir, tu vois. L'idéal, c'est ça, c'est de plus avoir ce besoin de se poser la question, est-ce que je la sors ou je la garde. C'est de se dire, en fait, j'en ai pas de colère. Et pour ça, ça demande à comprendre pourquoi tu as été en colère, qu'est-ce qui a généré ça. Et alors, j'ai envie de dire, dans 100% des... Allez, 99%, parce que je suis toujours ce truc de... On va dire 99% des cas, elle vient jamais de l'extérieur, la colère. Hein. Alors, ça peut venir de l'extérieur, mais c'est toujours toi, ton interprétation et ce que tu en fais. Ça va chercher des blessures en toi, des traumatismes en toi, des peurs en toi, et c'est toi qui le transforme en colère. Donc ça t'appartient, quoi. Si tu mets la colère dans une de tes mains, qu'est-ce que tu mettrais de l'autre côté de ta main? Dans l'autre main, qui équilibre la colère. Le contraire, peut-être. Le cœur. Mais c'est... le cœur, il contrebalance pour tout. Alors, c'est... Si tu mets la lumière, qu'est-ce que tu mets dans l'autre main? La lumière d'un côté, qu'est-ce que tu vas mettre de l'autre côté? L'ombre. L'ombre. Si l'ombre n'existait pas et que je l'assimile à la colère, que deviendrait la lumière? Et vice-versa. Je vois où tu m'amènes. Alors, moi, je suis très partisan des énergies opposées. J'explique beaucoup, justement, que tu as besoin de l'un et de l'autre. Mais sur les émotions, j'en suis pas si convaincu que ça, en fait. Je pense que tu as besoin de l'avoir connu pour savoir ce que c'est et te ramener dans le cœur. Mais je pense qu'à un moment donné, tu peux arriver dans le cœur et ne plus avoir besoin de vivre la colère. Ne serait-ce pas une question de dosage, de curseur? C'est-à-dire qu'une partie de moi est colère. Une partie de moi j'ai envie de mettre paix, est en paix. Et quand cette colère se manifeste, elle exprime quelque chose de moi qui fait partie de moi. L'éteindre serait enlever une partie de moi qui serait peut-être essentielle à être pour que la paix soit. Je vois ce que tu veux dire. Mais je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, si... Alors là où je te rejoins, c'est-à-dire que si tu as des besoins d'être en colère, il faut les assumer. Là, je te rejoins. C'est-à-dire que si ça fait partie de toi, il m'arrive de me mettre en colère. Clairement. Tu vois, sur mes filles ou machin, ou même, voilà, ça peut m'arriver. Je me suis énervé il y a quelques temps de ça sur un pote parce qu'on avait une discussion et voilà. Et donc, ça m'arrive et voilà, c'est l'accepter. Et ça, c'est là où il faut pas rentrer dans le fake spirituel ou développement personnel, de dire non, non, oula, la colère, c'est pas bien, ça ne fait pas partie de moi. Donc, il y a une partie acceptation. Alors là, je te suis à 100%. Maintenant, est-ce qu'elle est nécessaire? Je suis pas convaincu, tu vois. Je pense qu'on peut arriver à, du moins en tout cas, à la minimiser vraiment, à ce qu'elle soit quasi inexistante. Par contre, voilà, dès qu'elle est là, il faut se le dire. Elle est là, elle sort. Je déculpabilise, je me pardonne. Et c'est pas grave, elle fait partie de moi. Mais toujours pareil, pourquoi elle est arrivée? C'est toujours ce travail. Contre l'autre ou contre Ah non, mais c'est contre soi. Voilà. C'est toujours revenir à soi, de toute façon. C'est l'égoïsme positif. Là, c'est peut-être où le bas blesse, j'ai envie de dire, parce que la colère, comme on va la sortir, on va l'évacuer sur quelqu'un. Et c'est peut-être ce qu'on a tendance à faire dans notre société, d'aller trouver l'excuse vers l'autre. Et pour autant, cette colère, en fait, elle vient de nous, elle vient de soi. Et cette colère est peut-être là, justement, pour mettre en lumière cette autre partie qui ne demande qu'à être. Est-ce qu'on peut toujours être en paix, éternellement en paix?
Ou justement, le lemniscate fait qu'on est toujours en mouvement. Et je pense que tu peux atteindre ce moment où tu es en paix, pas toujours, mais quasiment. Est-ce que tu peux me dire qui est véritablement en paix aujourd'hui ou À bien toi, 100%, est-ce que personne. toi tu es en paix à Ah, moi là 100%? aujourd'hui, je me sens en paix, ouais. Est-ce que tu te Vraiment. sens à 100% en paix? Non, 100% non. On est d'accord. Non, non, mais le 100% n'existe pas. Et c'est ce que je te dis. Je me suis énervé il y a quelques temps. D'accord. Je m'énerve encore des fois sur mes filles, Donc tu ce qui vois. veut dire que Parce la que colère est là à elle est là pour te montrer une quelque chose donnée, voilà. qui se passe en toi. Mais, mais je reviens encore une fois sur le fait que il faut essayer de la comprendre. Oui, Et si tu la comprends et que tu comprends pourquoi elle est arrivée, et si tu le règles vraiment, à ce moment-là, ce type de colère-là n'existera plus. Et quand tu fais ça, en fait, à chaque fois que tu as une colère, potentiellement, tu vas guérir des choses en toi qui feront que ton niveau de colère va devenir quasiment inexistant. Quasiment. on le sait très bien que les gens qui crient fort, ce sont ceux qui maîtrisent le moins. Alors maîtriser quoi? Ça c'est encore une autre question. Est-ce qu'on a besoin de tout maîtriser? Est-ce qu'on est dans le Oui, contrôle non, de nos ouais, vies? C'est complexe. oui, Et pour autant, je reviens dans l'émotion de la colère qui pour moi, je ne, je ne désire pas éteindre quelque chose. La colère, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Après, qu'elle n'aille pas empiéter sur l'être, sur son chemin, sur sa façon d'être, le soi profond, c'est ok. C'est ok. À côté de ça, voilà, c'est la colère. Pour moi, je la vois en énergie. Je reparle encore d'énergie. La sortir de soi, j'ai déjà expérimenté en étant en colère avec une personne, mais vraiment en colère, c'est-à-dire, ça peut être un couple, où on est en colère contre son conjoint, donc ça crie fort, tout le monde s'emballe. Il m'avait été conseillé de sortir et d'aller crier comme un tigre. mmh, Alors, on évite de faire ça devant les voisins parce qu'ils appellent peut-être des services spécialisés. Et crier sa colère, c'est crier, ouais, le remettre à ouais, la faire terre, sortir, ouais. la faire sortir. Bien sûr. Et toujours en positive, c'est-à-dire je sors ça qui ne m'appartient pas, je le sors de moi. Limite, je le remets à la terre-mère pour Ouais, qu'elle transmute en lumière en ce qu'on veut. Je refais ce geste de sortir de moi et le fait d'avoir fait cet acte-là, je l'ai expérimenté. Revenir auprès de la personne où il y avait cet élément de dispute, par exemple, et voir que l'autre s'est apaisé aussi. bien sûr. C'est comme Mais si la parce que c'est vibration, un échange d'énergie, l'énergie bien sûr. avait fait que le fait de prendre, alors on va dire de Tu as recul, aller évacué la prendre tienne et la l'air, sienne, en fait. mais en fait, le fait d'évacuer, et peut-être ça peut être utile pour les enfants, le Oui, faire ma fille, expérimenter, elle l'a fait. lui dire, va Mmh. crier ta colère, j'entends que tu es en colère, tu as le droit Ouais, ouais, d'être en bien sûr. colère, va la crier, et voilà. On peut même la crier ensemble. J'aime beaucoup le côté de ce que tu dis, c'est avoir le droit d'être en colère. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mm, Mais encore une fois, voilà, c'est ouais, tu as le droit. Ouais, vaut mieux la sortir. mm. Mais par contre, tu as aussi le droit de chercher pourquoi tu l'as été, quoi. Oui, C'est alors vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, quoi. certainement parce qu'il est important. Alors après, donner un sens à tout, est-ce qu'on est obligé de tout comprendre peut-être de comprendre, peut-être que de l'accueillir déjà. Ok, t'es là. Oui, bien Ok, sûr, t'es là. ça, c'est la première phase. J'ai la L'accepter. tristesse, ok, elle est là. Souvent avec les enfants, je travaille. Alors j'aime pas trop dire travail, ça me heurte tout le temps, parce que pour moi c'est du bonheur. Quand on est dans une émotion, quand ils ont des difficultés, que ce soit scolaire ou autre, on va visiter la maison des émotions. Et la maison des émotions, elle est située au niveau de l'estomac. Et si tu prends le haut de tes... tu peux le montrer, voilà, le haut de tes... Comme moi, je veux pas me montrer le haut de des côtes, ça fait comme un toit. Oui, Et après, tu la descends, donc ça va oui, oui, englober le ça foie, les fait organes. la maison. Et quand on demande à un enfant, déjà, lui permettre de respirer et de rentrer en lui, simplement, ils savent très bien faire. Oui, J'ai envie de dire, nous, on va peut-être mettre du temps, mais comment je respire par le nez, par la bouche, comment je fais, oui, eux, j'ouvre. c'est intuitif. Eux, c'est OK. Et aller visiter la maison des émotions. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison des émotions? Si l'enfant est dans la peur scolaire, par exemple,
Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce que tu la vois? Où est-ce qu'elle est cachée? Est-ce qu'elle est sous le canapé? Et là, c'est le jeu Ouais, ludique. ouais, Et lui, il va la chercher dans toutes les pièces. Il va aller chez lui, en fait. Et quand il la trouve, il souffle dessus, il la sort de chez lui. C'est-à-dire qu'il va l'expulser. Mais il ne la fait pas disparaître pour autant. oui, Parce qu'un jour, elle reviendra et elle fera vivre l'autre émotion qu'on a mis à la place de celle qu'on enlève. Parce que quand on enlève quelque chose, on le remplit d'autre chose. forcément. Hein, on ne laisse pas le Oui, il n'y a pas de vide. vide. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, ok. Mais j'entends. Belle image de la maison. J'aime bien le côté où Ouais. vraiment elle se dessine en plus Ça sur, parle plus pour les enfants, ça parle. ouais, Même l'adulte, pour hein, les enfants. je le fais, je le pratique aussi sur. Après, voilà, sur- un enfant, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. De leur ramener un travail sur soi pour qu'ils comprennent cette émotion, tout ça. Donc, c'est un peu plus difficile. On peut commencer à lui en parler et lui expliquer Ils vont la que visiter, ils vont pas la comprendre. voilà. C'est-à-dire qu'ils vont la Mais pour un adulte, rencontrer. Ouais. je pense que le plus important est de le comprendre. Et moi, dans ce que tu disais tout à l'heure, dans la question que tu dis, est-ce qu'on doit chercher du sens à tout? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Par contre, il faut accepter le fait que des fois, on ne le trouve pas, le sens. Hmm. Tu vois, il faut aussi accepter ça. C'est-à-dire dire, ok, je cherche du sens à ça, j'ai pas la réponse, c'est pas grave en fait, tout va bien. Et peut-être que du coup, je vais devoir réexpérimenter ça, et là, je laisse la vie faire, hein. C'est-à-dire que quand ça va revenir, mais peut-être que l'addition, quand je vais me reposer la question à ce moment-là, l'addition des deux expériences va faire que le sens va arriver à ce moment-là. Donc il Est-ce que tu faut... es obligé de passer par la compréhension du mental pour ressentir au fond de toi, dans cet être soi, hors du mental, d'où ça vient? Parce que ça demande justement peut-être un chemin d'éveil un peu plus poussé pour se permettre d'aller visiter plutôt que de vouloir comprendre. Peut-être simplement d'être dans un ressenti, dans le sens de qu'est-ce que ça éveille en moi. On est dans l'éveil. Plutôt que qu'est-ce que je comprends de ça, où là je suis dans une forme de maîtrise et peut-être plus assez de lâcher prise. Je te parle de ça, comme ça je te laisse Vas-y. réfléchir en même temps, parce que je me suis, pour moi qui ai souvent voulu comprendre les choses, comprendre, les analyser au plus profond, je me suis aperçue qu'en fait, c'est un peu comme quand on est en transe, quand on est dans un état hypnotique, où là on se parle tous les deux, alors moi je passe du bêta, c'est une fréquence, Mhm. où là on est dans la compréhension de l'autre. Et de temps en temps j'aime bien aller dans le alpha, parce que le alpha me permet de lâcher un peu mon mental, et peut-être d'être un peu plus dans le ressenti, dans ce qui peut m'arriver au-delà du Ouais. sens du verbe, de l'esprit, au-delà de quelque chose d'invisible qui m'est envoyé. Quand on parle d'une louve alpha, c'est pas pour rien. La louve alpha. Ah oui. Oh, je mets le mal Ou le alpha. mâle. Alors moi, Ouais. Parce que du coup, il y a un côté, voilà, mais voilà, oui. c'est mon côté, peut-être parce que c'est mon animal totem, comme tu peux voir tout. Oui. Donc la louve, elle est là, elle me gronde régulièrement. Et, et le fait d'être dans ce niveau de fréquence, où on a l'impression, par le mental, de ne plus essayer de comprendre, et par se lâcher, d'avoir une plus grande maîtrise de ce qui se présente. Alors, je te rejoins à 100%. Là où je vais juste mettre un bémol, c'est que tout ce que tu nous dis là en expérience et en façon de travailler est accessible peut-être par 10% de la population. Tu vois? Et c'est là où le livre que j'ai écrit, que tu connais, qui s'appelait Les 7 piliers du bonheur avant et qui a été retravaillé, qui s'appelle Le cœur a ses raisons que la tête ignore. Alors ça, 7 piliers du bonheur. Voilà, les 7 piliers du bonheur, ça c'était la première version. Voilà, c'était la première version, quoi, avec tout ce qu'il y a d'une première version, hein, un dessin fait par moi, Trop bien. et voilà. Donc ça a été une des premières à l'acheter. Tout ce travail que moi j'ai fait,
je l'ai fait en étant dans du mental. Et en fait, tout ce que je dis dans ce livre-là, j'ai essayé de faire en sorte qu'il touche pas juste les 10%, mais qu'il touche les 90 autres pourcents. Et dire que c'est possible de travailler en étant dans du mental. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et c'était donc le donner l'accès en fait au plus grand nombre en disant voilà, Mmh. avant d'arriver dans ces 10% où tu peux Mmh. travailler dans Mmh. un autre plan, tu peux arriver à un autre type de travail par du lâcher prise, par du Mmh. ressenti, tout ça. Mais avant d'en arriver là, le premier job, c'est celui-là, tu vois, je pense. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que là, du coup, tu as besoin de comprendre ce que tu quand tu, on va parler d'un exemple tout con, mais que moi j'ai vécu, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Tu as passé une journée de merde au boulot, et c'est un exemple que je prends dans le livre. Tu as passé une journée de merde à ton travail, tu vois? Parce que pour X raisons, parce que déjà, alors si on va creuser vraiment au bout du bout, mais ton métier, c'est pas celui que tu voudrais faire, donc déjà tu te sens mal quand tu y vas. Donc le moindre truc fait que tu te sens pas bien et quand tu arrives chez toi, beh, c'est tes gamins qui trinquent parce que, ils arrivent, ils jouent un peu, ils parlent un peu trop fort et toi, ça te fait disjoncter. Et en fait, ben là, du coup, on revient sur ce qu'on disait, la colère, donc tu l'exprimes, donc ouais, il vaut mieux que tu l'exprimes, tu vois? Le problème, c'est que tu l'exprimes sur tes gosses, qui eux, ils ont rien demandé, tu vois? Eux, ils sont juste contents, ils jouent et voilà, donc tu pètes un câble. Et si à ce moment-là, tu as pas ce truc de te dire: «Attends, donc j'accepte cette colère, je me pardonne», tu vois? Je me pardonne d'avoir fait ça parce que je sais au fond de moi que mes gamins, ils ne sont que la le ils ont pris pour tout le reste, tu vois? Donc j'ai cette colère-là et en fait, d'où elle me vient? À quel moment j'étais énervé? Et donc c'est arrivé à rentrer en soi en disant: «Mais en fait, déjà dans la bagnole, le fait de savoir que j'allais arriver chez moi et que potentiellement il y allait avoir du bruit et tout ça, déjà j'étais énervé». Donc déjà, dans la voiture, je commençais déjà à avoir cette émotion, négative qui m'arrivait. Maintenant, pourquoi en rentrant dans ma voiture, j'étais comme ça? Mais peut-être parce que et là tu et en fait tu avances. Donc et au boulot, mais au boulot, ouais, en fait, je suis tout le temps énervé parce que je me sens mal et pourquoi? Beh, et tu arrives à la finalité de peut-être, il faudrait que je me barre de mon boulot, quoi. Et de là, tu Mmh. vas régler, en fait, toute cette colère-là qui si tu t'arrêtes à la surface, c'est: «Mes gamins m'ont fait péter un câble». Mais en fait, non. L'histoire vraie, c'est que tu es dans ta putain de zone de confort dans ton travail et qu'il faudrait que tu en sortes peut-être, peut-être, tu vois? Et donc et tout ça, ce cheminement, il est accessible aux 90 de personnes, comme je dis. Alors les chiffres sont pas bons, hein, on n'est pas sur 90-10, on s'en fout, on fait pas des stats, hein. Mais voilà et c donc je suis d'accord, mais voilà, l'idée c'est de le rendre accessible à tout le monde, en fait. Ludovic, une question me vient, qui vient de m'être envoyée. Quelle est ta mission de vie? On en a parlé ça d'ailleurs, sur, j'ai, Luc qui m'a demandé, qui me dit: «Est-ce qu'on a une mission, ou pas? Ou est-ce qu'on en a plusieurs?» Moi, je pense pas qu'on en ait qu'une. On peut avoir une mission assez générale, mais qu'on va expérimenter de différentes façons, tu vois? Moi, je pense que c'est clairement dans l'accompagnement, quoi. Dans l'accompagnement et le partage. Et après, en fait, je l'expérimente en étant, thérapeute, je l'ai expérimenté en étant manager, et je l'expérimente en étant Ludovic Boitel, qui va parler, avec quelqu'un. C'est-à-dire que dès qu'on me parle, heu, tu parles à Ludovic Boitel qui peut potentiellement basculer sur le thérapeute, parce que je suis comme ça. Donc à n'importe quel moment, je suis dans l'échange et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est ça ma mission de vie, c'est vraiment l'accompagnement et d'ailleurs en tant qu'empath et je pense que tu vas me le confirmer, mais on attire ça. Moi, j'ai des gens, depuis toujours qui viennent me voir, et qui se mettent, à te parler, tu rien demandé si tu veux, qui te déballent toute leur vie alors que leurs meilleurs amis, leur famille et leurs femmes et leurs maris, machin, ne le savent pas. Mais toi, ils te le disent, tu vois? Alors qu'on se connaît pas, parce qu'on attire en tant qu'empathe, l'énergie qu'on dégage fait que on attire ces gens-là. Et c'est aussi le risque de l'empathe. C'est qu'on peut être victime de ça, en tant qu'empathe et pas le comprendre et vouloir sauver et se perdre là-dedans. Oui, Le triangle dramatique. oui, tout à fait. Si tu avais un conseil à donner à tes auditrices et auditeurs, ou je sais pas comment on dit, parce que l'accompagnement, on n'entend que ça. J'accompagne, je suis dans le bien-être,
Nous savons, toi comme moi, que tout n'est pas réglementé dans notre pays et alors ça c'est mon côté un petit peu qui revient, mais je trouve que ça devrait l'être un peu mieux. Quel conseil, avec ta vérité bien entendu, tu pourrais donner, comme tu t'adresses au grand nombre? Faut pas mettre aux personnes, alors bien sûr de se diriger vers toi, non. Ou Mais pas. je veux dire pour non, Mais oui, je c'était la sais blague. bien, je sais bien. Et pour autant, ceux qui sont en toute proximité, pourquoi pas, ou même autrement. Reconnaître le bon accompagnement. Comment une personne, au-delà de celles peut-être qui ont déjà cette intuition, Oui. Ouais. peut se dire oui, je suis avec la bonne personne et non pas avec quelqu'un qui va me soutirer quelques denrées pécuniaires ou que sais-je et me faire croire Alors, j'ai envie de partir sur différents trucs. Mhm. Je vais reprendre, on a eu une discussion avant qu'on attaque cette vidéo où tu me parlais d'une personne qui allait voir un spectacle d'hypnose à la Mesmer. C'était pas Mesmer, hein, mais voilà, une autre personne moins connue qui faisait un spectacle, on va dire plus local, et qui avait un côté assez malveillant et assez autoritaire envers les personnes. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Et donc, tu avais une amie, entre guillemets, qui allait à ce spectacle-là et qui t'a dit, ben, je me suis presque senti obligé, si tu veux, d'aller sur scène. Et une fois sur scène, j'avais envie de me barrer, mais je me suis senti obligé d'y rester parce que c'était tellement lourd et j'avais presque peur de la réaction du mec. Voilà, donc pour donner un peu l'ambiance du truc, quoi. Et ce que je t'ai dit, c'est ce que je pense, mais du coup, si tu veux, je le dis devant la face caméra, c'est que, et tu vas comprendre du coup le parallèle avec ta question, je pense que on ne vit rien par hasard, et même les choses les plus dégueulasses, tu vois. Donc cette personne-là, si elle a vécu ça, qui peut paraître être une épreuve, on va pas dire peut-être horrible, mais peut-être que ça peut traumatiser et avoir, voilà, ça peut avoir un impact lourd. Mais je pense que si elle l'a vécu, c'est qu'elle avait besoin de le vivre. Après, c'est qu'est-ce qu'elle en fait, tu vois, qui a son importance. Et quand tu crois ça, déjà, ben, t'enlèves le côté bien et mal, tu vois. T'enlèves le côté je suis sur le bon chemin ou j'y suis pas, tu vois. Parce que tu comprends que même ce qui peut paraître mal pour ton mental, parce que c'est juste ça, le bien et le mal, il est là, tu vois. Il est pas là. Là, tout est bien, tu vois. Parce que tu comprends que si tu es dans la résilience, si tu vois, si alignes tes 7 piliers, tes facultés, que tu viens, voilà. Quand tu comprends tout ça, ben, tu arrives à être dans le cœur et que chaque épreuve t'a amené à devenir toi-même un peu plus parce que tu as été résilient et que t'as donné du sens. On revient à ça. Donc au final, j'ai envie de te dire, ben, si tu vas voir un thérapeute et qui paraît être un charlatan et qui te l'a mis à l'envers et qu'il t'a fallu 10 séances pour t'en apercevoir, eh ben, il y a deux solutions. C'est soit tu dis, putain, je suis tombé sur un charlatan, il m'a arnaqué 10 fois, et donc là, tu es victime. Donc là, c'est toute la faute du charlatan et t'apprendras rien, en fait. Là t'apprendras rien. Voilà, tu pourras en parler à tous tes copains, tu feras le barbeau, tu diras que tu t'es fait avoir et t'es content, voilà, ça te fera les discussions, mais t'as rien appris. Par contre, si tu te dis, je me suis laissé faire berner 10 fois, c'est toi le problème. C'est plus le thérapeute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me fasse berner comme ça? Et là, tu fais un retour à toi. Et donc, et quand tu vas faire ça plusieurs fois, Tout le monde n'est pas capable de le faire, tu le sais. eh bien, achetez mon livre. Allez, petite pub, comme ça. C'était placé. Parce que ça parle de ça. Il amène à ça, quelque part. Vous n'avez pas préparé. Ah non, c'est pas... Il n'y a pas de... Je te ferai le chèque. Merci, ouais, super, vive les vacances. Ouais. Non, mais évidemment que tout le monde n'est pas préparé à ça, mais malgré tout, dans ce que je dis dans mon livre, t'amène à ça parce qu'il te montre en fait, en fonction de chaque émotion, en fonction de tout ça, quel pilier n'est pas aligné et comment aller le travailler et où aller chercher, quoi. Donc c'est pas un truc miracle parce que en fait le travail il t'appartient quand même à toi, hein.
Donc tu peux avoir tous les livres du monde et lire tous les livres du monde, si t'en fais rien, tu vois. Donc ça t'appartient quand même. Mais par contre, voilà, sortir de cette victimisation, dans ce cas-là, en tout cas, de je me suis fait avoir 10 fois, dire je me suis laissé berner 10 fois. Donc comprendre qu'est-ce que j'ai ressenti qui m'a mis en confiance et qui aurait dû m'alerter. Et tu vas te rendre compte, je pense, dans 100% des cas, que la personne elle va se dire, mais en fait, je l'ai senti dès le début que c'était pas le bon. Pourquoi on y va alors? Eh bien parce que tu as la voix là qui te dit: «Bah si, vas-y» Si, d'accord. ou voilà, donc c'est du mental, c'est de la peur, c'est un manque de confiance en soi et c'est la peur de l'intuition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intuition aussi. Parce que l'intuition, c'est un truc, peut-être venu d'ailleurs, tu vois? Et quand tu sais pas d'où ça vient, ça fait flipper, quoi. Donc on a du mal à l'écouter, cette intuition et plus on s'éveille et plus on vibre haut, plus on l'écoute et plus, elle t'ouvre à des choses extraordinaires. Mais c'est ça et en fait, quand tu fais ce retour à toi en te disant: «J'aurais dû écouter cette intuition parce que je savais qu'elle était là et elle m'avait dit que ce mec-là, c'était pas le bon» et peut-être que si déjà le fait que je l'ai appelé 10 fois et que je l'ai eu qu'à la 11e fois au téléphone et qu'il a fallu que je lui laisse 10 messages et qu'il m'a jamais rappelé, ça aussi c'était peut-être un signe, tu vois? C'est-à-dire que tu refais tout le fil de comment tu es arrivé jusqu'à lui et tu vas te rendre compte que tous les chemins te disaient: «Mais barre-toi, n'y va pas», tu vois? Mais tu y es allé, tu as insisté. Le libre arbitre, mental. C'est ça le libre arbitre. Je te parlais ce matin de la scolarité, que j'étais une blessée, je sais que sais-je, de la scolarité, que je n'aimais pas le... On devrait... Penses-tu qu'on ne devrait pas l'enseigner? Ah bon, ça c'est mon grand débat, ça c'est Comment ne pas donner je aux enfants cette capacité et qu'ils ont certainement déjà, mais bien sûr j'ai qu'ils envie l'ont. de dire de la nourrir et de leur laisser ce côté intuitif, de se dire je ressens, plutôt que d'aller, bon, je comprends ça, j'apprends ça, Sans je le réfléchir. ressens. Mmh. Et le ressenti, on décuple la force de la capacité d'être Mmh. et d'être plus productif et d'être plus. C'est un peu mon sujet, et on en a pas mal discuté justement avec, Luc et Stéphane, un autre ami, mais ouais, moi je suis pour qu'on change complètement tout notre système éducatif. Est-ce que tu l'as appris à tes filles? Je peux pas dire que je l'ai appris, je peux dire que je suis en train de leur apprendre. Voilà. Est-ce Alors, que je le fais bien? J'en sais rien, c'est l'avenir qui me dira, c'est ce qu'elles en font. En tout cas, moi je leur donne tout ce que je peux leur donner, au moment où j'estime que c'est le moment, s'y prête. Et pour moi, en fait, c'est très simple. C'est juste de la communication. Tout part de là. J'ouvre beaucoup la communication avec mes filles. Euh, et, euh, et d'ailleurs, incessamment sous peu, on devrait faire une vidéo avec une de mes filles. Et donc, super. ouais, c'est super. J'ai hâte parce qu'elle a vraiment des questions. En fait, des fois, elle me pose des questions. Ah, Qui ont du sens et qui vont chercher loin et avec l'innocence d'un enfant et c'est ça qui est génial et je lui ai dit mais surtout non, j'ai dit mais alors c'est ma deuxième fille, quel âge elle a? elle va avoir 9 ans Mhm. et je lui ai dit: «Beh, vois avec ta sœur qui est la plus grande, qui ça la branche moins». Elle a aussi de bonnes questions, on a de beaux échanges, hein, mais voilà. Donc elles sont en train d'écrire des questions justement pour qu'on fasse une vidéo, et je trouve ça génial en fait parce que et donc voilà, j'essaie de les amener à ça, à beaucoup communiquer avec elles, mais j'ai pas de plan, tu vois? J'ai pas de plan de, «Tiens, il faut que je leur apprenne ça ou ça». Non, c'est encore une fois, on revient sur ce que tu dis, c'est très guidé, très sur le ressenti. À un moment donné, elles vont me voir, il va y avoir une réaction et c'est là où, tu sais, je vais estimer que c'est le moment de lui expliquer, ce que j'en pense et cetera et ça se fait comme ça. Et après Est-ce que tu on es plus verra. dans ce que tu en penses ou qu'est-ce qu'elles en ressentent? Est-ce que tu vas à chercher justement cet enseignement de l'intérieur? C'est-à-dire, elles vont entendre un mot, ça va peut-être les percuter sur des choses et aller leur dire comment ça résonne en toi. Est-ce que ça, c'est possible, malgré déjà toutes les... Ce que j'essaye, en tout cas, c'est de pas les amener à moi, c'est de les amener à elles. Alors c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein, parce que c'est dans la théorie, ça pourrait paraître simple, hein,
Mais ouais, j'ai une fille de 12 ans, une de 9 et une qui est de 6. Ce serait intéressant d'interroger, entre guillemets, de demander à celle de 6 ans qui est, tu sais, en âge où justement, Oui, elle est entre le avant où tous les champs sont ouverts encore, ouais, et là, elle va commencer à entrer dans des champs où il va y avoir limite droite, limite gauche, toutes les pensées limitantes, etc. Ça serait peut-être intéressant. ouais. Après, connaissant son profil, je sais pas. Tu serais peut-être La petite surpris. piste. Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On en parle beaucoup. Et tu vois, dernièrement, là, au retour des vacances, j'ai eu une petite phase. Alors, c'était pas de la colère, mais c'était pas loin. C'était, tu vois, j'étais un peu, du coup, un peu plus à fleur de peau parce que les énergies étaient pas bonnes. Mais voilà, ça m'appartenait et donc elle le ressentait. C'est une colère mesurée. C'était une colère. Il y a eu des petits moments de colère qui sont sortis quand même, tu vois. Mais c'était pas des grosses colères, mais oui, elles étaient mesurées. Mais voilà, en gros, j'étais dans une énergie Meilleure. qui était pas des meilleures et donc j'étais moins ouvert que tout le reste des vacances précédentes et tout ça. Et la petite, elle m'a fait rire. Elle me dit, papa, t'es excité? Et je lui dis, quoi? Et elle me dit, oui, t'es excité parce que tu te mets en colère. Et j'ai trouvé ça super beau, quoi. Et j'ai adoré qu'elle me le dise. J'ai adoré qu'elle me le dise. Et ça m'a... Ben, quand t'as ta gamine de 6 ans qui te dit ça, ça a du sens, quoi. Alors, j'avais pas besoin qu'elle me le dise pour en prendre conscience, mais le fait qu'elle me le dise rajoute à la conscience, quoi. Et tu vois qu'on a parlé de la colère et qu'elle a été évoquée par ton enfant de 6 ans C'est ça? qui va mettre un sens, un ressenti Ouais. sur quelque chose qui n'a pas été encore trop façonné en elle, trop, voilà, éduqué, inculqué. Donc elle te l'a dit avec le cœur. Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être ton mantra de la colère, en fait. Mais j'ai aimé t'es excité. Parce que tu vois, c'est pas anodin le mot, quoi. Tu vois, elle m'a pas dit t'es énervé, Oui, t'es excité. t'es excité. C'est Mm. ouais, c'est marrant, quoi. Mm. Je trouve, donc ouais, j'essaie en fait voilà, de beaucoup discuter avec mes filles et évidemment, je pense que bien, moi je serais pour qu'on change tout le système éducatif, mais ça demande un travail fou qui n'est pas impossible, hein. C'est un travail fou, mais qui n'est pas impossible. Parce qu'en fait, ça commencerait déjà par dire, ben, les professeurs, on va vous former déjà, vous. Et bon là, je pense qu'on en perdrait une partie, mais c'est pas grave. Parce que déjà, si on a des adultes à former pour qu'ils, eux, puissent former les enfants. Et mon rêve, tu vois, ce serait si, si un jour j'ai de l'argent vraiment à foison, tu vois, plutôt que rouler avec la dernière Porsche et aller dans les hôtels 5 étoiles dans tous les pays du monde. Alors je voyagerai bien sûr, mais différemment. Mais ça serait de créer une école privée de ça, tu vois. Essayer faire un échantillon de ce que... Parce qu'en fait, je te dis ça, mais concrètement, je sais pas comment je pourrais le mettre en place. Moi, je pense pas avoir la faculté, si tu veux, de pouvoir enseigner ça. Donc, il faut trouver les personnes qui puissent... faut s'entourer, si tu veux, des personnes qui puissent arriver. Parce que moi, je sais le faire pour moi. Je sais l'expliquer à un adulte quand je fais des thérapies par rapport à une vraie problématique. Maintenant, aller l'enseigner à un enfant qui arrive sans problématique, qui vient pas te voir comme en thérapie. Quand quelqu'un vient nous voir, aussi bien à toi qu'à moi, il arrive, il te dit j'ai cette problématique-là, en gros, et donc là, nous, on travaille tout autour. Un enfant, quand il vient à l'école, il n'arrive pas avec une problématique. Donc, arriver à dire, ok, on va te façonner pour que tu te rapproches de toi-même et que tu arrives à comprendre et à lire en toi, c'est un travail et ça demande un savoir-faire. Je ne pense pas l'avoir en tout cas, mais je sais où est-ce que, je pense que je pourrais être le driver de ça, le savoir mener l'école, tu vois, entre guillemets, mais je ne serais pas le prof, tu vois. Je pense qu'il n'arrive peut-être pas avec une problématique propre, mais il peut arriver avec quelque chose qui est là depuis longtemps dans son transgénérationnel aussi. Oui. Et que l'on peut permettre déjà, ne serait-ce qu'une colère contre un copain. Bien sûr. Ah non, mais ne de toute serait-ce façon... que des choses toutes basiques, plutôt que
d'exprimer, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là aussi, dès le départ, avec une colère contre l'autre, ça va être l'autre. On aborde un sujet. Voilà, on est déjà Ouais, bien sûr. dans quelque chose élémentaire. Et peut-être, mais dans d'autres pays, ils le font très bien Oui. déjà. Déjà prendre le temps sur soi, le respect de l'humain, le respect de soi. C'est énorme plutôt que d'être des machines. Oui, mais Des machines de compétition, je des te machines de suis réussite, des à machines. 1000%. Alors qu'on serait certainement beaucoup plus, que Et dans la j'évoquais tout punition. à l'heure, performant si on allait un peu plus dans le respect de soi et aller chercher des réponses en soi et ouvrir des champs du possible beaucoup plus parlantes, j'ai envie de dire, pour pas que pour soi, et même pour la collectivité, pour Mais le tout. cette compréhension de soi, donc individuelle, créerait des générations automatiquement, alors non violentes, ça serait être idéaliste, mais pas loin. Disons que qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des violences? C'est l'incompréhension entre deux êtres humains. Pourquoi on se dispute? Pourquoi je vais me disputer avec ma femme ou un ami? Parce que je me sens incompris et parce que lui se sent incompris. Donc il génère un débat et bon, on est entre potes civilisés, donc on se fout pas sur la gueule et on va pas se tuer. Mais c'est la même chose qui se passe en fait quand il y a un meurtre, quand il y a un machin. Enfin, un meurtre, on va pas rentrer dans les trucs, mais c'est beaucoup de l'incompréhension. Il y a des incompréhensions entre différentes cultures, il y a l'incompréhension entre deux personnes, mais surtout l'incompréhension, elle est dans ce que je ressens moi. Les gens ne se comprennent pas eux-mêmes. Et si demain tu crées une génération de gens qui se comprennent eux-mêmes et qui arrivent à l'exprimer, il n'y a plus de problème. Parce que l'autre en face, il va entendre ce que tu exprimes, il va être capable de ressentir ce que ça fait chez lui et de l'exprimer. Et tu rentres dans un processus de je ressens, j'exprime, je ressens, j'exprime, je ressens, j'exprime, et du coup je comprends. Et donc tu atténues la colère et tout ce qui en dégage, quoi. Et j'ai envie même de par ma perception, hein, bien sûr, de placer avant toute chose, je m'aime. Je m'aime. Égoïsme positif. Ouais. Le Je premier m'aime. pilier. Apprendre à l'enfant à s'aimer. Ah, mais lui, il a pas ça, t'as vu? Lui, il est trop gros, lui, il est trop maigre. Déjà, apprendre à s'aimer tel que l'on est, quel que soit le corps que l'on a, les imperfections, parce qu'après, c'est le jugement. Et si déjà on commençait par l'amour de soi et le respect de soi même Bien et de sûr. l'autre, je pense que déjà, il y aurait des good vibes, comme on dit, et toutes les vibrations. L'état de guerre, une vibration. Tu ouvres la télé, tu n'entends que ça. C'est vrai, Ah oui, ça oui, se mais passe, on est c'est ok. pour ça que je l'allume pas. Moi, je ne fuis pas cette réalité, mais je n'adhère pas à l'état de vibration, de peur, voire de haine, de sentiments négatifs que tout ça peut engendrer dans tous les foyers dès qu'on ouvre un téléviseur. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'est-ce que c'était que la méditation collective. Je me disais, c'est quoi ce truc? C'est quoi ces sectes-là? Où ils vont tous au Les perchés. le home, les perchés. Et en fin de compte, alors oui, il y a eu des abus dans ces milieux-là Oui, aussi. Oui, il y a comme eu, dans tout, c'est ce bien qu'on entendu. disait. Mais je crois maintenant, de par la vibration du son, que quand on envoie ne serait-ce que le matin l'amour à la terre, l'amour au vivant, À soi. à soi, bien sûr, oui, ça c'est la base, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et envoyer cette vibration positive, ça enlèverait peut-être tous ces aspects, je pense, mais c'est le nombre C'est la qui masse. serait efficace, c'est Ouais. la masse. D'où ces méditations à telle heure, je l'ai vu ça, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Et maintenant, quand je peux capter une méditation collective, eh bien je le fais avec le temps que je peux accorder. Ou alors après, j'y repense qu'il suffit pas non plus de se mettre dans un état. Il Oui, suffit de oui, il le n'y a pas. penser. Oui, c'est ça, il On n'est suffit pas de. obligé de se mettre Oui, en en situation position. yogi. On peut Ouais. pouvoir se relever après parce on n'a pas tous la souplesse requise. Mais la pensée par le cœur, on l'a. Bien tous. sûr. Il suffit de connaître le chemin. Et ça peut déjà se révéler dans les familles, dans les foyers,
et dans l'enseignement, le chemin du cœur, l'amour de soi. Mais c'est un monde dont tellement je rêve, quoi. Vraiment, hein. Alors Et on je va pense dire, qu'il est, je c'est pense bisounours qu'il, tout ça. mais c'est ça. Bon, c'est un peu une discussion que j'ai eue il y a pas si longtemps que ça, mais le problème c'est qu'on te dit c'est impossible. Mais non, c'est pas. Eh bien, on ferme les champs. Ouais, ben alors continuons comme ça et puis continuons Et devant l'impossible, il y a le possible. Donc non, moi j'y crois fortement. J'ai lu un livre là dernièrement, La communication non violente, ça s'appelle. Et donc il y a déjà des écoles et tout ça. Ils ont fait des écoles en Israël, tout ça, donc dans différents pays, en Italie. Donc ça existe, ça existe, Chez nous ça encore, fonctionne, bien sûr. ça fonctionne. C'est pas encore suffisamment développé, je pense, mais ça existe. Je pense qu'il faut pousser là-dedans. Et ça paraît utopique, mais je suis convaincu que si tu fais ça, et vraiment, si on arrivait à une génération complète de gens qui seraient passés par ce genre d'école-là, la question de savoir s'il y a une dictature en Afrique et si la France doit aller s'occuper de ça ou tel pays doit faire... En fait, on se poserait même plus cette question-là. En fait, ça n'aurait plus de sens de se poser même la question. Il est scientifiquement prouvé que le taux vibratoire de la Terre augmente. Donc, je vais bien dire scientifiquement, puisqu'il n'y a que ça qui passe, tout au moins chez nous. Oui. Si on n'est pas scientifiquement, et je rends hommage aux scientifiques. Qui souvent ça. C'est un fait. Et après, les scientifiques aussi se sont trompés. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, le taux vibratoire de la Terre augmente, et ce qui permet justement à l'humain, à l'être humain, à cet être pensant, aussi d'avoir un autre regard sur ce qu'on vient d'évoquer, peut-être. Alors, je dis pas la planète bisounours, mais peut-être parce qu'il est temps de sauver l'humain. Souvent, on a peur que la nature, oui, il y a des dégâts occasionnés sur la Terre, et ça, j'en suis la première touchée en ma qualité d'empathie, que ce soit pour la nature, les animaux. Mais j'ai envie de dire, la nature se régénérera. Bien sûr. J'ai foi en la nature. Plus qu'en l'homme. L'homme, alors on dit bien l'homme est un loup. Pour l'homme, bon, j'aime bien les loups, ça me gêne un peu quand même de dire ça. Dommage pour les loups. Ouais, moi j'aime bien les loups. Ouais, c'est pas sympa pour les loups. Mais dans le sens profond, alors espérons, et là j'ai envie de dire, je vais garder, puisque j'évoquais tout à l'heure la pensée positive, le fait de méditer positif, d'envoyer de l'amour, voilà, tout simplement, de pratiquer la gratitude. Eh bien, en voyant cela, en se disant que le taux vibratoire de la Terre est en train de s'élever, que nos enfants, les générations à venir, les bébés de demain et d'aujourd'hui déjà, la Terre leur offre la possibilité. Ouais. Donc, œuvrons pour, et je pense qu'il y a énormément de gens maintenant qui sont, on évoquait l'éveil, d'autres un peu plus, on dit cartésien, mais qu'importe. Je l'étais, je suis toujours cartésienne. Il y a beaucoup de choses je reviens dans le mental, je reviens dans le matériel. Mais tous les champs sont possibles à celui qui veut ouvrir et pousser la porte. Après, est-ce que tu penses que... du coup, c'est moi qui pose des questions. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu penses que le taux vibratoire de la Terre augmente et cela amène à augmenter le taux vibratoire des individus, des terriens, ou est-ce que c'est parce que individuellement, de façon collective, il y a eu des ouvertures et des éveils qui se sont faits, donc un taux vibratoire qui a monté, qui fait que du coup la Terre a suivi ça, et c'est un cercle du coup qui... J'ai envie de dire, tout ce qui est en haut est en bas. Et de ce fait, en fait, c'est une harmonie. Alors, mais quelle est la source, d'après toi? Ouais, alors moi, pour moi, la Terre-Mère, déjà, elle me parle. La Terre-Mère, elle a accueilli notamment l'homme. On parle de source. Pour moi, c'est elle. Oui. Elle est la mère, la Terre-Mère. On évoquera le ciel-père, et c'est pour ça que je te dis que tout ce qui est en haut est en bas, en fait. Et nous sommes là, comme je crois à d'autres vies ailleurs. Ouais, bien sûr. Je ne rentrerai pas dans ces grands débats. Je ne les ai pas rencontrés. Hein. Oui, bon.
mais je trouve que c'est vraiment avoir une pensée limitante que de penser que nous sommes les seuls. Franchement, voilà. Et il y a tellement de choses qui ne s'expliquent pas, même sur Terre, hein, des choses qu'on a, sur les pyramides ou autres, tout ce qu'on a pu découvrir, on a sous les yeux. Et Mais ça, c'est sous les yeux. On l'a, c'est Et- palpable, mais il y a la pyramide. Et il y a tout ce qu'elle a à nous enseigner dedans. Alors ça, c'est mon côté Égypte hein, qui revient. Oui, mais... Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement gros qu'on ne le voit pas. Pour certains. Hmm. Donc, pour moi, la Terre, le grand architecte de l'univers qui a créé, là aussi, alors chacun l'appellera comme il voudra, Libre à chacun. je dirais cette vibration, ce qui a été envoyé, la création de la Terre, qui a une date de péremption. J'ai plus le livre, tiens, faudrait que je le montre, on en reparlera, ou tu le mettras Tu me le diras, je le plus, hein, mettrai tout sur à le l'heure. montage. Ouais. Où justement, c'est un roman où la personne part, pouf, et comme là maintenant, on est là dans la yourbe, pouf, on part. Et on part et on assiste à la fin. D'accord. On assiste à cette grosse étoile qui va arriver, qui va exploser, le soleil a explosé, enfin, et hop, il n'y a plus rien. Et nous-mêmes, on ne se voit pas, mais Ouais. on est ce qu'on est à l'origine, en fait. On est. On est et né Ouais. à nouveau. Oui. Donc, pour N moi, apostrophe. cette terre, elle est là, son taux vibratoire a une conséquence, comme la Lune peut avoir une conséquence sur le vivant. Et j'ai envie de pas, je veux même pas limiter à l'humain, parce que nous ne sommes pas les seuls. Oui, non, mais c'est sûr, on est d'accord. Aux vivants, Hmm. les plantes, tout vit en fait, tout est vibration. Et d'ailleurs, en tant que sonothérapeute de départ, j'ai envie de dire, parce que ça m'a causé, mais je suis en train de m'intéresser au son que certaines personnes arrivent à capter, par exemple du bois, d'un matériel, tout est son. Et c'est passionnant. Et le son est une vibration. Et le son est une vibration. Nous sommes Oui. vibration. Nous sommes énergie. Ouais. Donc tout ça, j'ai envie de dire, nous sommes personnages. Alors à ta question, moi j'ai envie de dire qu'il y a le tout, puisqu'on fait partie d'un tout. Oui, bien sûr. Puisqu'on est au début. Pourquoi dissocier tout du tout alors qu'on est un? Hmm. On est le un. Ouais. Et ça, c'est difficile des fois à l'humain d'entendre ça. Je suis dans mon incarnation, je suis je suis moi, mais je suis aussi le tout. Oui. Bah, c'est la spiritualité, quoi. Voilà. Alors ça peut. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Sandrine? Tout ça, je me montre. Oh, je pense que ouais. Je pense que là, on a perdu du monde, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on a fait perdu du monde mais on s'en fout. en mental, mais pas en cœur. Ah non, mais ça c'est bon, Voilà. je suis convaincu Et ça, de ça. on se la gratitude. Oui, ça je suis. Parce que moi aussi, j'ai l'impression de parler des fois un peu un dialecte qui me vient d'ailleurs, je sais pas d'où, mais j'essaye de pas le conscientiser. Et plus ça va, et plus il fait partie de ma vie, cette perception-là, ce langage-là. Et Dieu sait si j'en suis qu'aux prémices, et que de cette vie-là, j'aurai jamais le temps, parce que moi, mon éveil s'est pas fait à 30, mais un peu plus tard. Et 30 ans, mais c'est... Alors, plutôt jeune, Oui, plutôt, et reparti, voilà. et tout ça parce que j'étais trop dans le jugement, dans les pensées limitantes, dans limite droite, limite gauche. Et il n'y a pas 1, 2, il y a le 3. Et ainsi de suite. Bon, dans ta prochaine vie. T'en as Ouais. d'autres. T'en as d'autres, je pense. Ah ben oui. Donc, alors, oui, je sais pas combien il y en a, parce que là, il y a des grands discours là-dessus, mais je pense pas qu'il y ait de nombre défini de vie. Mais... Enfin, après, chacun y va de sa voilà. Ça reste que des croyances. Mais absolument, mais voilà, ne limitons pas à un chiffre, à un nombre, comme on parlait. D'ailleurs, on peut rebondir sur, il me reste 3 mois à vivre. 3 mois à vivre, oui. Et dès que, d'ailleurs, je te laisse en parler, parce que je pense que ça va être, je vais... Sur le livre, sur mon livre. Sur le livre, ouais, et qui va être un livre de chevet
que tu vas acheter? Bah oui, parce que il a raisonné directement. Et puis, alors encore une fois, c'était pas prévu, hein. Ouais, Je pensais pas ça, loin de là. Et je pense que quand on connaît Ludovic, on le sait que c'est pas dans ce sens-là. Mais je pense que dès qu'on met une date, dès qu'on se permet de dire, en fait, le temps, c'est l'homme qui l'a créé. Il n'y a pas de temps oui, dans oui, oui, l'invisible. Il n'y a pas de temps. oui, oui, c'est ça. Et là, vivons le temps là, présent, dans ce partage. Le moment présent, Le une moment des présent, facultés l'instant présent. Alors là importantes aussi, qui permet de conscientiser tout à l'instant T. Alors pour rebondir sur ce que tu disais sur le livre, hein, donc le livre, on parle de... J'ai écrit un roman en début d'année 2025 qui s'appelle Dernier Acte, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc vous pouvez trouver mes 2 livres sur Amazon. Et donc dans ce livre, j'évoque, c'est Guillaume qui apprend qu'il a une maladie et qu'il lui reste 3 mois à vivre. Et donc après, tout un périple, quoi. C'est qu'est-ce qui va se passer et comment tu vas... Cette idée du livre m'est venue en me posant la question moi, en me disant, voilà, si demain j'apprenais qu'il me restait 3 mois à vivre, qu'est-ce que je ferais, quoi? Est-ce que Est-ce que tu te dis je profite un max, je voyage, machin, ou est-ce que je vais essayer ou est-ce que je vais m'effondrer en étant victime de oh là là, mon Dieu, c'est affreux ce qui m'arrive, et donc pas profiter? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Est-ce que tu te dis je vais faire tout ce que j'ai jamais osé faire, je vais dire tout ce que j'ai jamais osé dire, donc dire aux personnes que j'aime que je les aime, dire à ceux que je déteste que je les déteste, tu vois, voilà. Et toutes ces questions-là, je les évoque dans ce livre-là. Il y a plein de messages, parce que c'est Ludo le thérapeute qui l'a écrit quand même. Donc il y a plein de messages et on retrouve les 7 facultés de mon premier livre. Elles sont intimement cachées au sein de ce livre-là. Et, et en fait, la question que tu me posais tout à l'heure, c'était est-ce que ce livre-là... euh, est-ce que ce livre-là n'est pas, comment se dire, n'est-il pas enfin moi je le ressens déjà, un support, une aide pour accompagner. J'étais en train de réfléchir justement à l'accompagnement de fin de vie. Est-ce que ce livre-là n'a pas été écrit aussi. créé, j'ai envie de dire, n'est pas venu maintenant pour justement pas simplement se dire qu'est-ce que je ferai ou qu'est-ce qu'il en est, je ne connais pas la fin et j'irai la découvrir avec joie. Mais par contre aussi se dire qu'est-ce que je peux en faire de ce livre pour accompagner l'être qui va passer la porte de l'invisible. Et en gros, ouais, c'était ça. Tu m'as dit, mais voilà, est-ce que ce livre peut être aussi un message pour les accompagnants? Ouais. Et quand tu m'as dit ça, ça m'a traversé. J'ai eu des frissons. C'était assez puissant parce qu'en fait, je l'ai pas du tout écrit dans ce sens-là. Mais le fait que tu me le dises, j'ai pris conscience que c'était le cas. Parce que comme alors je vais pas vous dire la fin parce que Surtout pas. surtout pas. Non, non, parce qu'en plus il y a vraiment du suspense dans ce Ah livre. ouais, Je l'ai non, vraiment écrit avec du suspense et jusqu'à la dernière page, ceux qui l'ont lu me disent on a la dernière page, on est là, on dit putain, on veut savoir, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors mon père, quand je lui ai parlé du livre, il m'a dit mais de toute façon, soit il est en vie, soit il est mort à la fin, tu vois. Eh ouais, alors oui, mais non. Et donc voilà, il y a des possibilités alternatives de tout ça, donc je vous laisserai le découvrir. Donc il y a du suspense. Et en fait, ce que je t'ai dit, c'est que par rapport aux accompagnants, tu vas lire le livre, tu vas te mettre en position d'accompagnant, parce que c'est toi, ça c'est ce qui te parle toi. Oui. Et tu vas comprendre, tu vas dire, bon, ok. Et quand tu vas arriver à la fin, tout le sens de tout ce que tu as lu va changer. Et là, je pense que ça va revenir sur ce que tu dis. Et ce livre, ouais, peut aussi accompagner des accompagnants, du coup. Rappelle-moi le titre de ton roman. Dernier acte. Donc, tu tapes Ludovic Boitel sur Alors, Amazon je confirme, et t'as les 2 je suis livres. en train de le faire. Et en effet, donc
Il est là. Il est bien là. Il est bien là. Et il sera chez moi vendredi. Vendredi, c'est rapide, dis donc. Oui, parce que je fais Prime. Ah oui, t'es Prime. T'as pris la version brochée, t'as pas pris la version... Oui. Ouais, branché. Oui, oui, non, parce que je l'ai mis en e-book aussi. Vous le trouverez en e-book moins cher, du coup. Bon, pour ceux qui veulent lire du e-book. Bon, mais merci, du coup, de ton achat. Merci à toi. Tu me diras, Carrément. ce que t'en as pensé. Je dirai pas la fin, mais je Non, dirai dis à pas la toi. fin, surtout. Dis pas la fin. Après, que voilà, non, c'est un mais- livre plein... Encore une fois, c'était pas prévu, cette pub, hein, mais on prend. Du tout. Je prends. Mais je pense que rien n'est. Tu sais, au même titre quand on a évoqué ton livre ce matin, je venais de te parler que de quel droit on pouvait dire à une personne il vous reste 3 mois à vivre. Et de là, on a rebondi donc Oui. sur ton livre. Et je Donc, t'ai dit, savais mais pas, justement, en fait, que- c'est mon livre. Voilà, je n'avais pas les attenants et de quel droit en effet. Et je pense que ce que je te disais aussi, c'est ce livre-là, quel que soit le moment où ou vous ou la personne le lise, je pense qu'il y a des choses qui vont amener à réfléchir, parce qu'en fait, toute ma vie, elle est là, c'est d'amener les gens à réfléchir. C'est pas de donner des vérités. C'est posez-vous des questions et rien que ça amène à grandir. Et donc, je pense que ce livre, il va aussi amener à poser des questions sur soi en se disant, mais c'est vrai que si moi je vivais ça, comment je le vivrais et voilà. Et je pense qu'on a tous ce moment de fin de vie où il nous reste 3 mois à vivre. Et soit quelqu'un nous le dit parce qu'il y a une maladie qui arrive et qu'on te dit clairement, mais il te reste 3, 6 mois, 1 an, 2 ans à vivre. Soit on le sent, je pense qu'à un moment donné de sa vie, hormis un accident, et même un accident, on peut le sentir arriver. Mais soit on le sent. Donc, ce livre-là, il peut être lu aujourd'hui et prendre du sens bien plus tard, quoi. Ben, merci à toi, vraiment infiniment. Je pense que alors les préparations des questions, comme je t'ai dit, moi elles sont venues au Mais fil c'était bien. de l'interview et c'est que du bonheur. Et à la prochaine fois, oui, je montrerai peut-être ma bobine. Ah, on verra. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. C'était super sympa. C'est des questions un peu plus perchées, du coup, mais c'est un univers que je connais très bien. Du coup, ça me parle beaucoup. Et puis il y aura des commentaires, tu ouvres les commentaires au vu de Ah, moi, ton c'est ouvert, hein, interview. les commentaires. Donc ça sera avec plaisir que je suivrai les commentaires aussi. C'est allez-y, commentez, faites-vous plaisir. Ouais. C'est vraiment fait pour ça. Et c'est encore une fois, on a dit aucune vérité, on a dit que des croyances et on a ouvert des champs de réflexion. Et c'est juste l'idée de cet échange, comme tous les échanges et toutes les vidéos. Donc merci encore. Merci à vous d'avoir suivi. Commentez, likez, abonnez-vous. Et puis si jamais vous voulez vous aussi venir à la place de Sandrine et poser des questions, vous retrouverez sur ma page un lien qui vous permettra de candidater et de passer à ta place pour vivre un moment d'échange toujours très particulier et intéressant et bienveillant. Ouais. Merci à tous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.